paraît donc ce livre, qui est un livre de souvenirs, Mémoire d'un peintre liégeois 1945-1980, qui est richement illustré, qui permet de se promener dans l'œuvre de Léon Huidard, mais qui permet aussi d'avoir des documents très très émouvants sur la vie culturelle. Nous avons ce petit passage. Une seule fois, début 1950, se produit un petit événement. Je copie le modèle très simple que le maître trace au tableau, un rectangle vertical divisé par une diagonale, chaque trait étant doublé et une demi-surface animée par des parallèles à la diagonale. Il m'arrive alors un sentiment inconnu, un vif plaisir, le bonheur même, l'impression d'atteindre quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Je regarde autour de moi, aucun condisciple ne semble partager mon émotion. Ce sentiment ne reviendra pas lorsque je tracerai un second rectangle du même genre avec lequel la leçon s'achève. Donc voilà, 1950, il découvre l'abstraction. Alors pour essayer de visualiser chaque rectangle vertical animé par une diagonale, je l'ai dessiné moi dans mon exemplaire, c'est un Huidard. Donc en 1950, il est ému parce qu'il découvre un Huidard, il ne sait pas encore qu'il sera Huidard. Il y a une réflexion sur l'enseignement de l'art. Qu'est-ce que c'est enseigner l'art? Dans la mesure où il y a cette idée que l'art c'est spontané, ça vient, et qu'il y a les génies qui arrivent et qu'il suffit de les accueillir, et puis il y a d'autres qui disent non, tout s'apprend. Donc Léon Huidard a inventé une pédagogie à lui. Est-ce que vous pourriez faire dessiner à ses élèves, pour cette première leçon, faire dessiner une feuille de lierre? Alors il cherche partout à Liège, est-ce que je pourrais avoir une feuille de lierre? Et puis tout à coup, Eureka, il dit, je finis par trouver une reproduction de cette très belle peinture de Paul Delvaux, qui se trouvait au musée de Liège. Au musée de Liège. Elle montre au premier plan une belle jeune femme avec une chevelure en lierre. Cette image, je lis maintenant, cette image montrée au début de ma leçon a stupéfait le professeur de pédagogie, mes condisciples, ainsi que les petits élèves, dont certains devaient sans doute découvrir pour la première fois le corps d'une dame. Et ma motivation était toute simple. Quand vous dessinerez bien une feuille de lierre, nous pourrons apprendre à dessiner les femmes nues. Tout s'est bien passé. Voilà la description d'une leçon de choses, oserais-je dire. Inutile de dire qu'on n'est pas passé à la leçon suivante. Et immédiatement après la guerre, la Piave. La Piave, c'est pour le titre suivant, Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie. Il est prévu d'abord d'apporter une éducation à l'égard du monde et aussi à l'égard des étudiants. Ça devait toucher absolument tous les domaines. Ça s'est pas mal développé pendant quelques années, mais je vais dire le plus beau bourgeon a été l'association qui concernait les beaux-arts. Elle l'a trouvé en la personne de Fernand Grindorge, quelqu'un de dynamique et d'entreprenant, et qui avait des liens avec le monde artistique français et qui connaissait personnellement pas mal d'artistes comme Arp, Picasso, Fernand Léger et d'autres. Donc, une première exposition a été créée, c'était le 14 juillet 1945. Vous vous rendez compte que la date n'est pas choisie par hasard. On présentait la jeune peinture française. Cette exposition a été suivie d'autres dans différents lieux pour se retrouver pendant des années tout près de nous à l'émulation, dans une salle qui était avec de grandes draperies et de grands fers auxquels on accrochait les œuvres. Et tout ça est évidemment, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, quelque chose d'assez ringard, mais les œuvres qui ont été présentées ont été extraordinaires. Il y avait d'une part tout cet apport des grands maîtres français, et il y avait d'autre part des artistes liégeois qui étaient valorisés, soit parce qu'ils étaient présentés individuellement ou dans de petites expositions.
quels ont été les moments importants dans ce qui est devenu une carrière? Je pense que dans ce domaine ou dans un autre, il doit y avoir de l'ambition. Se contenter de prendre un modèle extérieur, d'être en admiration par rapport à ce modèle et de se considérer comme quelque part comme un inférieur, c'est peut-être de la modestie, mais ça me paraît tout à fait faux. Il s'agit de faire mieux et de faire autre chose. Donc, l'ambition est là qui nous pousse, qui nous motive et qui nous fait nous dépasser. Alors, le hasard de la vie, c'est le premier tableau que je vais exposer. L'été 58. Pour la première fois, j'avais peint un tableau qui dépassait 1 mètre. Et j'avais trouvé dans le journal La Meuse un avis annonçant un salon de peinture au Musée des Beaux-Arts et invitant les artistes peintres à déposer des œuvres pour une sélection. J'ai donc déposé 3 tableaux et j'ai appris après que le plus grand, donc celui dont je parle, avait été retenu. Il a été exposé là-bas. Ce n'était pas un sujet folichon. Quand l'exposition a été faite, mes parents étaient contents, ils ne se sont jamais opposés à mes activités, ils ne m'ont jamais non plus poussé à les poursuivre. Donc après l'exposition, j'ai ramené le tableau à la maison et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a évidemment mis en évidence dans le salon. C'était bien la seule œuvre qui avait un peu de modernité. Alors après, ça a quand même été pendant des années un long parcours de solitaire. Et la solitude de l'atelier, elle est indispensable pour travailler, mais elle est insupportable aussi. Donc j'ai continué à travailler, et puis petit à petit, j'ai pu participer à une exposition ou l'autre. Et j'ai eu, parce que la vie, elle est faite de coups de chance, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'en 65, à la Piave, on fait un salon de 5 ou 6 artistes liégeois. Je suis invité, je suis dedans. Et l'année suivante, pour les 20 ans de la Piave, le principe est que l'on reprend de chaque exposition pendant les 20 ans l'artiste qui a été exposé, et quand c'est une exposition collective, à l'un d'eux. Et alors le coup de peau, c'est que c'est mon travail qui est repris. Donc je me retrouve au Musée des Beaux-Arts, en face de Kandinsky, je n'ai pas oublié, et entre 2 peintres de l'abstraction des années 50 françaises, Bozzolini, un Italien, et Desrolles. Donc, grande fierté et grand bonheur. Et puis, mon parcours a continué comme ça, en travaillant régulièrement, en me rendant compte que mon seul bien, finalement, c'est quoi? C'est mon temps. Donc, il est important de ne pas le gaspiller. J'ai 20 minutes, je peux m'asseoir à mon bureau, je peux dessiner. J'ai une demi-journée, je peux aller commencer à exécuter une peinture. Mais pourquoi s'arrêter en 1980? Alors que ta carrière continue, elle connaît des inflexions, notamment, par exemple, il y a un humour dans ta peinture qui éclate beaucoup, de manière beaucoup plus visible dans les 20 ou 30 dernières années. Et puis, est-ce de nouveau la modestie, mais tu acquiers une stature internationale, au-delà de ces années 80. Alors pourquoi s'arrêter à 80? Tu donnes dans le livre une explication, mais c'est une pirouette. Je m'arrête en 80 parce que c'est les 50 ans de la Piave et parce que c'est le millénaire de la principauté de Liège. Oui, mais enfin, pourquoi choisir 80? Peut-être parce qu'il y aura un 2e volume? Je l'espère vivement. Vous allez peut-être être déçus, mais il n'y aura pas de second volume. Et croyez bien qu'un second volume, ce ne serait plus pareil que le premier, dans la mesure où le plus extraordinaire, quelque part, c'est toujours le début qui est
la surprise. Après, quoi qu'on fasse, et même si j'essaye de renouveler, de changer mes activités, de progresser dans mon parcours, je ne sais pas si ça en vaut la peine, je ne crois pas. Voilà. Ce n'est peut-être pas la réserve anglo-saxonne, c'est peut-être la modestie wallonne qui a fait de la litote sa figure principale. Vous savez, pour déclarer sa passion à quelqu'un en wallon, on dit « je vous vois volontiers ». Donc Ouidar est, je pense, un bel exemple de la peinture wallonne. Dans son livre, il y a une sorte de petit coup de gueule. Alors que d'habitude tu es très réservé, tu utilises des mots importants comme insupportable, souffrir, humilier. C'est à propos de la géométrie. Géométrique. L'insupportable qualificatif. Alors, pourtant, on dit, on regarde des Ouidar et on voit quand même bien que ce sont des ronds, des carrés, des triangles. Et quand on lit ces mémoires, on s'aperçoit que ça va chercher loin. Un de ses tout premiers souvenirs d'enfance, il a 3 ans, il prétend avoir des souvenirs de 3 ans. C'est peut-être un peu discutable. Et c'est un hochet, il a un hochet avec lequel il joue dans son bain. Et dans ce hochet, il y a des formes, des carrés, des cubes, des triangles avec des couleurs qui passent. Puis il y a cette espèce d'orgasme dont on a parlé tout à l'heure, lorsque il a cette illumination, son chemin de Damas devant un rectangle. Mais à tout bout de champ, on voit quand même naître cet intérêt. Il rencontre une fois sa bonne, parce qu'il a eu une bonne, qui lui dit « Ah, quand tu étais petit, tu dessinais des têtes rondes avec des chapeaux pointus, donc des ronds et des triangles, de nouveau. » Donc dans tout son récit de vie, on s'aperçoit de ce goût, de cette fascination pour les formes géométriques. Alors pourquoi ce coup de gueule et pourquoi refuser d'être appelé géométrique? Bah écoutez, si on vous réduit à si peu de choses, on n'est pas grand-chose. Et alors, bien sûr, si vous cherchez art géométrique, par exemple sur Internet, vous allez trouver une infinité de choses, parce que inventer des organisations de structures, ça va à l'infini. Mais personnellement, je peux regretter 2 choses. La première, c'est que maintenant, on a des peintres qui exécutent avec des moyens qui ne sont plus ceux de la peinture. On pose sur le support des bandes adhésives et on applique la couleur, par exemple, au rouleau. Puis on tire les bandes adhésives. On supprime donc toute trace d'exécution, mais on supprime aussi tout ce qui est de l'ordre de l'humain, puisque le sensible n'y est plus, au profit de quelque chose parfois beaucoup plus parfait que ce que je peux faire à la main, mais mes maladresses, ça peut vous toucher. Moi, la perfection avec des moyens mécaniques, ça ne me touche pas. Et alors, un autre reproche peut-être dans le domaine de la peinture géométrique, c'est que d'abord on me fait un compliment. On me dit que mes œuvres sont immédiatement identifiables. Donc c'est qu'il y a une unité dans leur diversité. Mais chez d'autres peintres géométriques, je trouve que les assemblages sont trop systématiques et sont trop répétitifs. Donc comme si on abandonnait ce qui est de l'ordre de l'invention au profit, au bénéfice de l'ordre de l'exécution en série. Et ça, ça me paraît être un point faible. Très bien, merci pour cette explication. Mais il faudrait quand même peut-être nous dire 2 mots de cette fascination pour ces formes, parce qu'elle est là, et elle doit correspondre à quelque chose. On sait que la géométrie, jadis, du temps des Grecs, c'était quand même la manière de découvrir les secrets du monde, c'est à travers ça. Et Platon aurait inscrit sur le fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc il y a là sans doute un moyen de trouver le mystère du monde. Donc il y a une fascination chez toi qui doit quand même un peu s'expliquer, et que tu n'expliques pas
dans ce livre. Il faudra peut-être un deuxième volume. Je peux essayer quand même de dire quelque chose. Vers l'âge de 18 ans, 20 ans, travaillant seul, cherchant dans toutes les directions, il m'est arrivé de dessiner ou de peindre des personnages qui effectivement avaient une tête comme un ovale et au-dessus couronné par un chapeau pointu. Un chapeau formé de deux droites, alors que l'ovale est courbe. Ça m'a été rappelé, c'est un souvenir que j'avais complètement oublié, par une personne qui s'est occupée de moi quand j'étais petit enfant. Et ça m'a beaucoup interpellé, parce que j'ai l'impression que, autour de l'âge de 3 ans, quand j'ai commencé à dessiner comme ça, en fait, qu'est-ce que je faisais? À la différence des autres, de la plupart, c'est pas exceptionnel, mais de la plupart des autres enfants, au lieu de dessiner une tête un peu comme une pomme de terre, avec un chapeau arrondi qui prolonge cette forme-là, j'avais donc associé dès le départ l'ovale qui est la courbe et les deux lignes qui forment le chapeau, qui sont des droites et qui forment un angle. Et je trouve qu'il y a une complémentarité dans mon propre travail, dans mon langage, entre le droit et le courbe. Et que ça, je ne l'ai pas voulu. C'était inscrit. Et ça s'est imposé comme ça. Et donc j'aurais voulu savoir l'apport de la couleur dans vos œuvres, si c'est tout pour vous quelque part le trait qui est le plus important, parce que je n'ai pas le sentiment que la couleur soit un remplissage de formes. Donc c'est un peu plus que des formes colorées, et j'ai parfois le sentiment que la couleur fait partie aussi de la structure de l'œuvre. Enfin, voilà. Donc c'est par rapport à... Oui, il y a peu de temps encore, j'étais en discussion avec quelqu'un, donc la personne qui a une galerie à Bruxelles et qui montre mon travail. Certaines personnes ont parlé de l'architecture dans mon travail. C'est vrai, ce n'est pas exclusif. D'autres personnes ont commencé depuis peu de temps, surtout dans des œuvres plutôt plus anciennes, à parler de quelque chose d'organique, comme si c'était des bras, des corps, des seins, des fesses, des têtes, enfin des parties de corps humain. Même s'il n'est pas possible de mettre un nom dessus, c'est un sentiment que ces personnes-là ont. Mais je pense que ça revient à l'image de la tête ovale et du chapeau pointu. C'est l'un et c'est l'autre. Et pour la seconde partie de la question, à propos de la couleur, il y a des peintres qui prennent leur couleur, ils la préparent, ils appliquent du rouge, du bleu, du vert, du noir, et pratiquent comme ça. Alors je vais vous dire, et c'est même une confidence, parce que je ne pense pas que j'ai déjà raconté ça, je prépare ma couleur en essayant d'en avoir la bonne quantité pour ne pas en gaspiller. Quand j'en ai un peu trop peu, ça pose des problèmes. Quand j'en ai un peu trop, et que ma couleur est appliquée de telle sorte qu'il y ait une seconde couche sur une première, c'est le minimum, la couleur prend une profondeur et une réverbération et une densité de très belle qualité, mais le reste de ma couleur, ce n'est pas que je sois près de mes sous, mais je ne veux pas gaspiller. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde mon petit reliquat de couleur et ou bien je l'applique tel quel sur un autre tableau, ou bien je m'en sers de base pour inventer en ajoutant quelque chose de nouveau. Eh bien, cette attitude-là, au lieu de prendre des mélanges tout simples, me permet d'être tout le temps à la découverte de teintes très rares et très belles, et aussi du bonheur de les rapprocher. Et le rapprochement, c'est plus que 1 + 1. Bien.
C'est intéressant. Cette anecdote, elle se situe avant le début du livre. Nous avons en présence 3 gamins d'une dizaine d'années. Et on parle de ce qu'on fera plus tard. Il y en a un qui sera médecin, il y en a un qui sera avocat, et notre camarade dit peintre. Jamais silence n'a été aussi puissant. Voilà, donc la personne que vous venez d'entendre, c'est Albert Budeau, qui a d'ailleurs tenu un théâtre pendant des années du côté de Saint-Walburge, et qui est un ami d'enfance. Nous nous sommes connus, que je pense que nous n'avions peut-être pas 5 ans. Voilà, donc ça fait au moins 75 ans que nous nous connaissons. Et alors, l'anecdote qu'il raconte, elle est bien gentille, elle mérite quand même une nuance. Quand j'ai dit à l'un et à l'autre qui m'entouraient, d'ailleurs on marchait un dimanche à la campagne, ils se sont tournés vers moi et ils ont dit en chœur, ce n'est pas un métier. Ils ont vraisemblablement dit, tu n'es né au Mesti. Tu n'es né au Mesti. Ils ont certainement dit ça comme ça. Quand on est en train de composer son propre langage artistique, à quoi sent-on qu'on est dans le bon et qu'il faut continuer, ou à quoi sent-on qu'on n'est pas dans la bonne direction et qu'il faut s'arrêter d'urgence et changer de point de vue? Et comment le sait-on avec certitude, surtout quand on est tout seul dans sa chambre à peindre? On n'a pas beaucoup de certitude, et je pense que le doute est bien plus intéressant que la certitude. Ça permet de s'en nourrir et de remettre tout le temps tout en cause et de ne pas arrêter de faire évoluer le travail. D'ailleurs, je dirais, et nous terminons peut-être comme ça parce que je pense qu'il est l'heure, que je peins comme Scheherazade racontait chaque jour une histoire pour rester vivante et ne pas être exécutée. Donc, à chaque jour, surprendre les gens qui s'intéressent à mon travail pour qu'on ne laisse pas mourir dans l'indifférence. Voilà, je vous remercie.